J'ai pas le goût de choisir. Honnêtement, j'ai juste pas le goût de choisir. Rendu là, je me suis imposé une règle que j'ai pas le goût de respecter. Tabac! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. La saison du Canadien de Montréal est officiellement terminée et c'est le temps de revoir les notes qu'on donne à chaque joueur pour sa saison 2024-2025. C'est un exercice qu'on avait fait environ au quart de saison au mois de décembre. C'est disponible juste ici. Donc depuis ce temps-là, ça a bien sûr beaucoup progressé. Je veux dire, le Canadien était pas mal bas au classement à ce moment-là. Donc, ça risque d'être un peu plus positif que ça ne l'avait été au mois de décembre. Donc, on fait le bulletin pour chaque joueur qui ont porté l'uniforme du Canadien cette saison, mis à part Justin Barron, parce qu'il ne fait plus partie de l'organisation. Donc, la règle, c'est n'importe qui a joué un match, mais qui fait encore partie de l'organisation. Les notes vont comme ceci. S-tier et il va y avoir qu'un seul joueur dans S-tier. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne sont pas d'accord, mais c'est mon classement et c'est comme ça que je le fais. S-tier, c'est le joueur le plus utile de l'équipe. Pas de co-MVP dans mon équipe, que des OG dans mes origines. Donc, un seul titre de joueur le plus utile. Ça va-tu être Lane Hudson? Ça va-tu être Nick Suzuki? Soyons honnêtes, on sait que c'est un de ces deux-là. Ensuite de ça, A, B, C, D et E. E et D, pour moi, c'est des échecs. La note de passage, donc, c'est C. En bas de ça, un D, ça va être une saison qui n'est pas à la hauteur, mais qui est décevante. E, c'est on passe à autre chose. Ou, juste, on n'a pas assez de données. Je veux dire, il y a des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup de rencontres cette saison. A, c'est une excellente saison et B, c'est une bonne saison pour le joueur en question. Et également pour les joueurs qui ont passé du temps dans la Ligue nationale de hockey et dans la Ligue américaine, que ce soit Caden Primo, Logan Mailloux, Joshua Roy, peu importe lequel, la note est attribuée uniquement pour le jeu dans la Ligue nationale de hockey et non pas pour peu importe ce qui est arrivé avec le Rocket de Laval. Le meilleur exemple, c'est Caden Primo. Là. Donc, la note de Caden Primo est basée uniquement pour ce qu'il a fait avec le Canadien de Montréal cette saison et non pas le Rocket. Tout juste avant de poursuivre avec le classement, le mois d'avril a été peut-être le plus couronné de succès de l'histoire de la chaîne. Pour la première fois, on a atteint les 200 000 vues en un mois et ton boy voulait juste prendre 2 secondes pour te remercier que tu aies contribué à 20 de ces vues ou à une seule, peu importe. C'est très apprécié. Et si tu veux encourager le contenu indépendant sur le hockey en français sur YouTube, considère t'abonner à la chaîne. Ton boy a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés cette année. Et au mois d'avril aussi, ça a été le mois où il y a eu le plus de nouveaux abonnés en 6 mois. Alors, je t'en remercie énormément. Et si c'est pas encore fait, ben, s'il te plaît, abonne-toi. Sans quoi, je serai pas fâché. Mais, il se peut que le Canadien rate les séries l'an prochain par ta faute. Donc, vous avez en bas ici l'entièreté des joueurs qui ont joué au moins un match avec le Canadien cette saison, à l'exception de Justin Barron, encore une fois, remplacé par Alex Carrier, qui n'était pas là lors du dernier classement de la sorte. Je les ai mélangés et on va y aller dans l'ordre qui sont là. On va peut-être dû garder Lane Hudson et Nick Suzuki pour la fin, remarque, parce que comme j'ai dit, on le sait que, en tout cas, pour moi, c'est un de ces deux-là, le MVP cette année. Pas de doute. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, amenez vos arguments en commentaire, ça va me faire plaisir de les lire. Et ben, si vous avez déjà écouté de mes vidéos tier list, on garde tout le temps les potentiels S-tier pour la toute fin. Au sein de chaque ligne, plus tu es à gauche, plus tu es proche de la catégorie en haut, plus tu es à droite, plus tu es proche de la catégorie d'en bas. Donc, peu importe qui de Suzuki ou Hudson qui n'est pas dans S va être le premier ici dans A pour vous donner une idée. On commence avec Jake Evans. Ben, Jake Evans, c'est un bon exemple de quelque chose que je voulais illustrer en plus dans cette vidéo-là. C'est que, tu sais, Jake Evans, malheureusement, j'ai hâte d'apprendre au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Là, on n'a pas encore toutes les informations sur qui est blessé, quoi que ce soit. Je l'enregistre avant le bilan de fin de saison du Canadien de Montréal, justement, pour pouvoir écouter le bilan en entier vendredi. Mais c'est le genre de gars que, tu sais, si tu inversais sa saison, exemple, Christian Dvorak a tellement bien fini qu'on oublie un peu que ça a plus mal commencé. Evans, c'est peut-être un peu plus l'inverse. Je veux dire, il jouait pas mal du tout down the stretch. Il jouait pas mal en série, mais tu sais, il avait en plus apporté de l'attaque plus tôt dans la saison. Est-ce que finalement, c'est juste un retour à la normale pour lui? Est-ce qu'il y a une petite blessure? Quoi que ce soit. Jake Evans, pour vous donner une idée, au quart de la saison, il était dans A. Il était un des meilleurs marqueurs du Canadien de Montréal. C'est quand même une bonne saison pour Jake Evans. C'est définitivement une bonne saison. Pour moi, c'est un gars qui s'en va dans la catégorie B, sans l'ombre d'un doute.
même si la contribution offensive a été peut-être un petit peu moins intéressante plus tard en saison pour Jake Evans. Monty, baby, Monty! Montembeault était dans B au quart de la saison. Et très honnêtement, je pense que je vais monter Monty dans A. Je pense qu'il est vraiment sur sa clôture entre les deux parce que mes attentes envers Monty, comme gardien de but numéro 1, moi je pense que Monty est capable d'être un gardien de but numéro 1 qui se tient quelque part entre le 10e et 15e meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il a été ça cette saison, sauf que un des gros problèmes de Samuel Montembeault, pour ceux qui le suivent depuis longtemps, c'est sa constance, sa régularité. Et l'an passé, il avait réussi à en avoir de la constance. Cette année, quand Samuel Montembeault était à son meilleur, je l'ai trouvé meilleur que la saison précédente. Malheureusement, son taux de départ de qualité a baissé légèrement au-dessus de 50%. 53,3% départ de qualité cette saison pour Samuel Montembeault. Pour moi, c'est pas suffisant. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'un départ de qualité, c'est un match dans lequel ton taux d'efficacité est supérieur à la moyenne de la Ligue nationale de hockey ou un pourcentage établi là, si tu reçois moins de 20 tirs. Donc seulement 53% de départ de qualité pour Monty, c'est pas assez. Un gardien de but de sa trempe, il faut que ce soit minimum entre 57 et 60% peut-être. Mais 53,3, c'est pas suffisant. Particulièrement en début de saison, il y a eu des gros creux, mais pour que le Canadien rentre en série, il a été bon dans le stretch. Il avait bien commencé les séries, malheureusement, avant de se blesser. Pour moi, ça va être un A pour Monty, mais je vous le dis tout de suite, là, il va se tasser vers la droite, plus ça va avancer. Logan Mailloux a fait ses débuts. Ben, c'est pas vrai, il a joué à la fin de la saison passée, là, quand ça comptait plus. Mais a joué un peu plus dans la Ligue nationale de hockey cette saison. 4 points en 7 matchs. C'est pas inintéressant pour Mailloux. Il a marqué ses 2 premiers buts. Ce sont quand même seulement 7 matchs. Je vais quand même le mettre dans C, même s'il a bien fait dans la Ligue nationale de hockey. Je vous rappelle qu'on ne prend pas en considération ce qu'il a fait dans la Ligue américaine. Encore une fois, très bon cette saison. La raison pourquoi je le mets dans le C et pas dans le B, même si c'est pas mauvais ce qu'il a fait, puis j'ai dit que c'était la note de passage. En fait, c'est pas vrai, j'ai oublié d'ajouter le E. En fait, savez-vous quoi? Time out, je vous ai menti, il n'y avait pas de E dans la première vidéo. C'est A, B, C, D. Donc D, c'est pas... c'est échec. C'est si t'as pas la note de passage, juste pour rectifier ça ici immédiatement. D, c'est échec. On retourne à Logan Mailloux. Donc Logan Mailloux, je le mets dans le D. Pourquoi? Je pensais vraiment qu'il allait faire le club cette année. Je pensais vraiment que Logan Mailloux allait être un défenseur de troisième paire. Un défenseur de troisième paire intéressant pour le Canadien, et ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été capable de s'établir avec le Canadien de Montréal. Il aurait eu l'opportunité, je veux dire, Reinbacker a été blessé une bonne partie de l'année. Il a fallu qu'on fasse une acquisition, celle d'Alexandre Carrier, pour stabiliser le côté droit de la défense. Logan Mailloux, s'il s'établit dans la Ligue nationale de hockey, un jour, c'est pour son puissant tir, sa capacité de donner des mises en échec. Je pense pas jamais qu'il va être un spécialiste de la défense, malheureusement. Son QI, intelligence au jeu, tout ça, pas assez élevé. Mais je pense quand même qu'il aurait dû s'établir dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Du moins, moi, c'était mes attentes en début d'année. Et pour cette raison-là, moi, je considère que c'est un échec pour Logan Mailloux. Même si, je le répète, une très bonne saison dans la Ligue américaine, ça ne veut pas dire que l'an prochain, s'il reste à Montréal, il ne peut pas s'établir. Ça ne veut pas dire peut-être, peu importe où dans la Ligue, qu'il ne va pas s'établir. Juste que moi, mes attentes étaient plus élevées envers lui cette saison. Yoel Armia, un petit peu la même chose que Jake Evans. Mais Armia, la différence, c'est qu'on le sait, qu'il était blessé au poignet pour finir l'année. Malgré tout, une saison intéressante pour Yoel Armia qui conclut ce qui est peut-être sa dernière saison avec le Canadien de Montréal avec une récolte de 11 buts, 18 passes, 29 points. Honnêtement, c'est très honorable comme dernière saison, comme je dis, potentiel. Qui sait? Sait-on jamais? Peut-être que le Canadien va annoncer qu'on prolonge Yoel Armia au moment de l'enregistrement de la vidéo. En tout cas, ce n'est pas fait. J'ai oublié de vous dire, là, mais donc Samuel Montembeault, c'est lui, je vous l'ai dit, c'était un B au début de la saison, au quart de la saison. Il est maintenant dans A. Jake Evans, c'était un A, il est maintenant dans B. Yoel Armia était dans B, il demeure dans B. Et je crois que Logan Mailloux avait déjà joué des matchs. Oui, il avait déjà joué des matchs, je l'avais mis dans C. Cette fois-ci, je le mets dans D pour Logan Mailloux parce qu'il n'est pas revenu, pas jouer d'autres matchs, pas améliorer ça. Oh, Patty, l'aîné! Oh, controversé! Controversé, baby! Qu'est-ce qu'on fait de Patty? Est-ce que Patty mérite un... Moi, je vais être honnête. Malgré les... c'est parce que là, les séries en plus... Est-ce que les séries font passer Patrick Laine d'un B à un C? Parce que soyons honnêtes,
même si vous pouvez dire ce que vous voulez de Patrik Laine, il a marqué 20 buts en 52 matchs. Moi, je donne un petit mulligan à savoir est-ce que son genou est demeuré affecté parce qu'il n'a pas choisi de se faire opérer et tout ça. Je peux pas donner un D, ça c'est sûr et certain, à Patrik Laine pour 20 buts en 52 matchs. Puis même le C, j'ai de la misère. Que c'est tough. Honnêtement, c'est peut-être le plus dur. Dites-moi où vous placez Patrik Laine. Moi, je pense que malgré tout le mauvais, j'ai pas le choix. Il va être le dernier dans le B, un peu comme Monty risque d'être le premier dans A. La production de Patrik Laine est non négligeable cette saison. Alex Barré-Boulet a joué 2 matchs. Je pense que quand on l'a signé, Alex Barré-Boulet, d'ailleurs, Alex Barré-Boulet, souvenez-vous, là, quand il a conclu son stage junior avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, le Canadien de Montréal s'était fait lancer des roches pour ne pas l'avoir signé comme agent libre non repêché. Puis regardez des années plus tard. Moi, je pensais que c'était un gars qui, en sortant de l'organisation du Lightning de Tampa Bay, une organisation tellement profonde, qui peut-être allait réussir un Fred Gaudreau, Fred Gaudreau, c'est pas tout à fait pareil, là, mais un Yanni Gourde ou un Jonathan Marchessault, c'est-à-dire un gars non repêché qui, tardivement dans sa carrière, réussit à s'imposer dans la Ligue nationale de hockey. Et il n'a pas été en mesure de faire ça cette saison. Il aurait pu avoir l'opportunité, ne l'a pas fait. Fait qu'au final, il a joué 2 matchs avec le Canadien cette saison? Ouais, exactement. 2 matchs pour Alex Barré-Boulet. Alexandre Carrier, je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui doute que ce gars-là s'en va direct dans le A? J'ai-tu vraiment besoin d'ajouter quelque chose? Les séries ont renchéri sa position dans le A. S'il y a quoi que ce soit, ça l'a fait monter dans la position. Alexandre Carrier, c'est un des gros points tournants son acquisition pour le Canadien de Montréal, une des raisons pourquoi l'équipe a participé aux séries. Aucun doute pour moi que ce gars-là est dans la catégorie A, puis il va probablement avoir d'autres gars entre lui et Monty dans la catégorie A. Il n'avait pas été classé plus tôt cette saison parce qu'il n'était pas encore avec le Canadien. Owen Beck, c'est un cas intéressant. Quand il a joué 12 matchs, pas de but, une passe, un peu à l'image de Mailloux, pas de façon aussi évidente parce que c'était sa première année chez les professionnels. Je pensais quand même que l'équipe, probablement plus elle allait descendre au classement, ce qui n'est jamais arrivé par contre à sa défense, elle allait peut-être venir s'établir, prendre une place puis jouer en fin de saison. Ça, c'est jamais fait. C'est une très bonne première saison professionnelle. 44 points à Laval pour Owen Beck. Ceci étant dit, au risque de me répéter, on ne prend pas en considération ce qu'il fait à Laval, mais puisque c'est sa première année chez les professionnels et que je ne m'attendais pas à ce qu'il joue au-dessus d'une vingtaine de matchs, par exemple, en haut. Il en a joué 12. Ça a été correct sans plus quand il était là. Je vais quand même le mettre dans la catégorie C. Malheureusement, pour Raphaël Harvey-Pinard, il a joué un seul match avec le Canadien cette année. Ne fait plus partie des plans de l'équipe. Il a offert des beaux services il y a 2 ans. Je lui souhaite de se trouver une organisation où il va pouvoir jouer dans la Ligue nationale. Ivan Demidov a joué 2 matchs. Comment on classe un gars qui a joué 2 matchs? Sur 2 matchs plus 5 autres de série. Fait que 2 points en saison régulière, 2 buts, 2 passes au total. Donc, en 7 matchs, 4 points pour Ivan Demidov. Est-ce qu'un petit échantillon de 5 matchs est suffisamment pour le mettre dans le A? Honnêtement, oui. On n'a pas le choix de prendre juste cet échantillon-là. Fait que, on va le mettre le plus bas dans A. Moi, honnêtement, il a rempli pas mal tout ce à quoi je m'attendais de sa part, ou presque, à son arrivée à Montréal. Il a montré les flashs. C'est évidemment à prendre en considération le fait que c'est sur seulement 7 rencontres, mais 4 points en 7 matchs, dont 5 de série pour Ivan Demidov en arrivant comme ça, sur le décalage horaire, tout ce que vous voulez après ce qu'il a vécu en Russie cette saison. Pourquoi pas? Est-ce que c'est trop généreux? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Caulfield, baby! Tico! Évidemment, c'est un A, sans l'ombre d'un doute. 37 points pour Cole Caulfield, atteint le plateau des 70 points. J'ai dit 37 points, 37 buts pour Cole Caulfield cette saison, atteint le plateau des 70 points pour la première fois de sa carrière, a marqué des buts clutch. Oui, son début de saison sur les chapeaux de roue nous a laissé croire qu'elle allait peut-être en marquer 45, 50, et je sais que pour certains, 37, c'est décevant. Pour moi, ça ne l'est pas. Je l'ai également trouvé très, très bon en séries éliminatoires. Donc, quand même, juste devant Carrier, Cole Caulfield, deuxième meilleur pointeur de l'équipe, meilleur buteur. Une bonne saison pour Cole Caulfield. Il a ajouté des cordes à son arc. Et le fait qu'il ait été bon dans une série aussi physique que celle contre les Capitals de Washington, pour moi, c'est un énorme, énorme positif pour Cole Caulfield. Tout juste devant Alex Carrier pour le moment. Va rester dans les bons joueurs. Lucas Condotta a joué 7 matchs avec le Canadien cette saison. C'est un petit peu la même chose que
qu'Alex Barré-Boulet, mais un peu mieux, puisque un peu plus joué. Je le mets derrière Logan Mailloux. J'avais aucune attente envers ce joueur. Ils n'ont pas été remplis, ils n'ont pas été déçus, quoi que ce soit. Harbert, baby. Ouh, Harbert. Au final, c'est 70 matchs pour Harbert Jacquet. 6 points. Termine à moins 13. Et un de ceux qui est parmi les pires différentiels de l'équipe. Continue de faire son rôle avec 118 minutes de punition. Pour moi, c'est pas une mauvaise saison pour Harbert Jacquet. J'aimerais le voir prendre plus de galons défensivement, devenir meilleur, être plus physique, pas juste par le point, par l'intimidation. J'aimerais que son jeu soit menaçant devant le filet un peu plus. Ses erreurs continuent d'être coûteuses. Plusieurs d'entre vous pensez qu'il n'est pas dans les bonnes grâces de Martin Saint-Louis. Je trouve que c'est une exagération. Ça va être un C parce que je pense vraiment qu'Harbert Jacquet peut faire mieux que ça. Je pense vraiment qu'il peut être un défenseur de troisième paire dans la Ligue nationale de hockey. Si le Canadien ne l'échange pas, je ne suis pas de ceux qui pensent que le Canadien va l'échanger. Je m'attends à une belle saison de l'an prochain. Kirby Dach a terminé la saison au final avec 57 matchs, 22 points. Fait froid pour Kirby Dach à moins 29. Une autre grave blessure. On n'a pas le choix de mettre ça dans le dé. Puis tu sais, honnêtement, même Logan Mailloux, d'une certaine façon, je le mets devant Kirby Dach. Pour moi, l'expérience de Kirby Dach au centre est terminée. Je pense pas qu'il y a beaucoup de valeur sur le marché des transactions, donc je ne m'attends pas à ce qu'il soit échangé cet été pour aller chercher de quoi de mieux. Si oui, je ne vais pas être fâché. Je pense qu'il peut jouer à l'aile d'un deuxième trio comme 6e attaquant l'an prochain. Qui sait? Est-ce que tu vas chercher un bon deuxième centre et là, soudainement, tes ailiers sont Caulfield, Slafkovsky, Demidov, Dach avec ce deuxième centre-là? Patrick Laine va-t-il rester? Il est dans cette même catégorie-là de gros points d'interrogation en vue de l'été. L'argument de la blessure, je l'ai entendu, je l'ai compris. Je sais qu'il y a plusieurs anciens joueurs, dont Denis Gauthier, qui a dit que s'il a déjà eu le même genre de blessure, ça lui a pris 1 an sans remettre. C'est la combinaison de l'absence de production quand il était là à l'autre blessure à long terme qui me fait dire malheureusement, c'est une deuxième saison, entre guillemets, perdue consécutive pour Kirby Dach. Et là, ça fait mal. Gally! C'est un A pour Brendan Gallagher. C'est évidemment un A. Dans le cas de Brendan Gallagher, c'était déjà un A au quart de la saison. Dach, je l'avais mis dans le C au quart de la saison, soit dit en passant. Patrick Laine, au quart de la saison, était dans le C aussi. Il venait tout juste d'arriver. Il avait joué à peine quelques matchs avec le Canadien. Gally va demeurer dans le A. Je vais le mettre tout juste entre Carrier et Monty. Pourquoi derrière Carrier? Moi, personnellement, Brendan Gallagher, j'ai toujours eu énormément de respect pour son travail, même dans les dernières saisons ou plusieurs, en raison du contrat avec de la difficulté avec lui. Il a retrouvé le plateau des 20 buts cette année. Ça reste qu'au final, je donne un léger avantage à Alexandre Carrier pour son apport pour stabiliser la défensive à Brendan Gallagher. Mais honnêtement, là, c'est pas une flèche du tout. C'est une sensationnelle saison pour Brendan Gallagher. Emil Heinemann avait eu un bon début de saison. Emil Heinemann continuait cette belle saison jusqu'à sa blessure lorsqu'il y a eu malheureusement un accident de la route au Utah quand il s'est fait frapper par un véhicule. À ce moment-là de la saison, il était dans le B. Et j'ai envie, un peu à l'image du reste de ses compagnons de trio, de le laisser dans le B. Je pense que ce serait trop sévère de le descendre dans le C, surtout que dans son cas, lui aussi, on sait qu'il y a eu une blessure qui l'a ralenti. Je pense qu'au total, quand on regarde l'apport de ce 4e trio-là, je ne crois pas que c'est trop de tous les mettre dans le B. Oliver Kapanen. Moi, je vous avoue qu'Oliver Kapanen, je ne vois pas encore ce que plusieurs voient en lui. Je comprends ce qu'il a fait en Europe. Je comprends aussi que c'est un joueur de centre droitier avec un gabarit assez intéressant. Ça reste que pour ce qu'on a vu ici, en Amérique du Nord, en près d'une vingtaine de matchs, il n'a pas récolté de but, il n'a pas contribué offensivement. C'est un gars... Je ne sais pas trop c'est quoi exactement qui fait de bien ni ce qui fait de mal. Je vais le mettre dans C, devant Owen Beck, derrière Harbert Jacquet. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas que ce gars-là va avoir une belle carrière ou quoi que ce soit. Pour le moment, par contre, je trouve que ce qu'il fait de bien en Europe ne s'est pas... ça n'a pas traversé l'Atlantique avec lui. Évidemment, ça a le temps de changer pour lui. Une saison d'adaptation. Bon, T-Lane, on va le garder pour la toute fin avec Nick Suzuki, qui est déjà là à la toute fin. Jayden Struble. Bien évidemment, on met Jayden Struble et Harbert Jacquet en confrontation. T'as pas le choix de les mettre plus ou moins à égalité. Personnellement, au final, au fil d'arrivée, je vais le mettre tout juste devant Jacquet, mais par un bout de museau.
J'aimerais vraiment que Struble apporte plus physiquement. Je parlais de Jacky, mais dans le cas de Struble, au gabarit qu'il a, puis il est capable de le faire, il devrait lui aussi être plus menaçant devant le filet. Ça devrait faire mal l'affronter. Puis là, malheureusement, Struble pourrait peut-être tomber un petit peu dans le même genre de chaise que Jordan Harris, où il fait rien de particulièrement mal, mais tu sais pas non plus qu'est-ce qu'il fait d'assez bien pour le justifier, sa place dans l'alignement. Par contre, contrairement à Jacky, il y a beaucoup moins de grosses erreurs. Qui font mal et comme entraîneur qui te fâche un petit peu pour un défenseur de troisième paire. Christian Dvorak, tout l'inverse de Jake Evans, Yoel Armia et Emil Heinemann, a tellement bien fini la saison que certains pourraient être tentés de le propulser dans la catégorie A. Dans l'ensemble, par contre, je pense qu'on n'a pas le choix de le mettre dans la catégorie B. Christian Dvorak, au fil d'arrivée, nous a finalement montré un peu ce qu'on voulait voir de lui quand le Canadien a fait son acquisition en 2021. Il nous a montré des qualités au moins offensives secondaires qui pouvaient contribuer. Il a extrêmement bien fini l'année. Il a bien poursuivi ça en série. Continue de gagner ses mises en jeu. 55,8% au cercle des mises en jeu cette saison pour Dvorak. C'est le meilleur chez le Canadien de Montréal à ce chapitre. Pour vous donner une idée, pour débuter l'année, il était dans la catégorie D, Christian Dvorak, au quart de la saison. Il skip le C, il s'en va dans le B. Ça, c'est certain. Je vais le mettre presque à un pied d'égalité là, avec Jake Evans. Considérant qu'Evans est ton quatrième centre et lui, ton Dvorak, ton troisième, je vais mettre Evans devant, mais tout juste. Alex Newhook, moi j'ai été déçu. Moi j'ai été déçu de la saison d'Alex Newhook. Je trouve quand même qu'il mange un petit peu trop de schnout pour ce qu'il apporte, mais honnêtement, quand tu regardes ça, au final, ses statistiques cette saison, 15 buts, 11 passes pour 26 points. Il y a eu toutes les occasions de se faire valoir sur un trio offensif, sur du deuxième avantage numérique. C'est vraiment pas suffisant. Il a maintenant 24 ans. Je pense que what you see is what you get avec Alex Newhook et que ce sera malheureusement pas bien plus que ça. Un gars d'une trentaine de points, troisième trio. Il a la rapidité pour être un joueur intéressant de Ligue nationale de hockey. C'est un gars de Ligue nationale de hockey. C'est simplement pas un gars de deuxième, troisième trio. Je le mets dans la même catégorie que Jayden Struble et Arber Xhekaj. Puis puisque mes attentes envers ce gars-là sont plus élevées, je vais le mettre derrière Struble et Xhekaj dans le C. Alex Newhook, au quart de la saison, il se retrouvait dans le C. Donc, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Michael Pezzetta. Au final, il va avoir joué quoi cette saison? 25 matchs. 0 points. 24 minutes de punition. C'est un D, quelque part avec Kirby Dach et compagnie. Là. Je pense que c'est un gars, malheureusement, qui n'a pas vraiment d'avenir dans la Ligue nationale de hockey. Au quart de la saison, il était déjà dans le D. Il va rester là. Pas grand-chose à dire, malheureusement. Cayden Primo, je suis vraiment désolé. Je le sais qu'il a extrêmement bien fait dans la Ligue américaine, mais pour ce qu'il a fait dans la Ligue nationale cette saison, ça n'a pas le choix, lui aussi, d'être un D. Il n'a pas été capable de faire ce que Dobeš a fait lorsqu'il est venu remplacer Primo, c'est-à-dire te donner une chance de gagner sans plus, sans nécessairement te voler des matchs quand on fait appel à toi. 836 d'efficacité, 470 la moyenne de buts alloués, 2 victoires en 7 départs. Vraiment, surtout quand on compare à Dobeš, qui derrière la même équipe a fait 100 fois mieux. Tu n'as pas le choix de dire que c'est un échec pour Cayden Primo. Je lui souhaite de se trouver une place dans la Ligue nationale de hockey à ce point-ci de sa carrière. Considérez-moi comme sceptique. Big Josh, baby. Big Josh, Big Josh, Big Josh. Oh! On le met à côté de Galley. On le met juste à côté de Galley. Considérez ça comme un pied d'égalité. Josh Anderson, au quart de la saison, je l'avais... je crois que je l'avais dans le B. Ouais, je l'avais dans le B. Il mérite de monter dans le A. Son changement de rôle... le fait qu'on ne s'attend plus de lui à ce qu'il marque des buts. Dans le passé, on voulait au moins qu'il marque une vingtaine de buts. On ne s'attend pas plus à ça de sa part. Là, c'est vraiment de l'énergie, de la rapidité, de l'échec avant. Et tant mieux si en plus, il récolte quelques buts comme il le fait cette saison. 15 buts, 12 passes, 27 points, c'est pas de quoi écrire à sa mère pour Josh Anderson. Mais on comprend tous maintenant son nouveau rôle. On aime tous son nouveau rôle. Et en plus, il a été un des meilleurs joueurs de l'équipe en série. Juraj est un cas intéressant. C'est un peu comme l'an dernier pour Juraj. Ça a mal commencé, ça a très bien fini. Moi, je l'ai trouvé bon en série. Je sais que certains d'entre vous ont moins aimé ces séries éliminatoires. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. Slavkovski était au quart de la saison dans le C. Il ne mérite définitivement pas un C. À 51 points, je vais le mettre dans B.
C'est une bonne saison pour Slav. C'est bien. Ça n'a pas été le pas de géant que je pensais qu'il allait prendre à sa 3e saison. Ça va même être un B, je pense le premier des B. Le premier des B pour Juraj Slafkovský, si on me laisse l'insérer, voilà, c'est fait. Pas suffisant pour aller dans la catégorie A. 51 points, c'est bien, c'est mieux que l'année d'avant. Mais là, l'an prochain, je veux vraiment que Slav devienne un gars d'entre 65 et 70 points. Moi, je crois pas là, à sa célèbre citation maintenant de jouer comme Brady Tkachuk, mais je veux quand même que physiquement, il s'impose plus, qu'il utilise son gabarit à bon escient. Mike Matheson, un autre cas controversé. Évidemment, sa production a énormément diminué cette année. Lane Hutson a pris ce rôle-là de défenseur offensif de premier plan. Il joue trop de minutes, Mike Matheson. Il joue beaucoup trop de minutes. C'est un fait. Il fait trop de grosses erreurs, c'est un fait. Mais quand même, son rôle en désavantage numérique est très important. C'est un bon vétéran. Moi, je ne le mets pas dans la catégorie C. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, il va être dans la catégorie B. Il était là déjà au quart de la saison. Après ça, où va-t-il dans la catégorie B? Je le mets quelque part entre Yoel Armia et Mike Matheson parce que j'ai beau trouver que plusieurs exagèrent beaucoup trop les erreurs de Mike Matheson, ça reste qu'on n'a pas le choix quand même de le reconnaître qu'il fait ces erreurs-là et qu'on voudrait juste le voir nettoyer son jeu un peu. Oui, fort probablement que c'est résultat du nombre de minutes trop élevé qu'il joue. C'est pas grave, j'aimerais le voir nettoyer son jeu. Joshua Roy, ça va être la même chose que Logan Mailloux. Joshua Roy, c'est exactement Logan Mailloux version défenseur pour moi cette saison. Il était déjà dans le D au quart de la saison. Je l'ai déjà dit à quelques reprises, mais je le répète, au camp des recrues où Joshua Roy aurait pu et dû être, il n'était pas là. Parce qu'on l'avait déjà mis avec les joueurs réguliers. On lui a pas fait faire le camp des recrues. Ça vous donne une idée à quel point il avait un poste à perdre cette saison, Joshua Roy, et il l'a perdu, ce poste-là. Il n'a jamais été en mesure de revenir le prendre. En raison de blessure en fin de saison, il est revenu jouer 12 matchs, 2 buts, loin d'être suffisant. Il a quand même connu une autre bonne saison dans la Ligue américaine. Je vous rappelle qu'on ne prend pas ça en considération. Joshua Roy aurait dû être un joueur de la LNH cette saison. Il ne l'a pas été. J'ai hâte de voir c'est quoi la suite pour lui. Big Dave pour service rendu S-tier. Non, quand même pas. Faut être honnête, là en ce moment, c'est très... on est tous très reconnaissants envers l'apport de David Savard. On apprécie ce qu'il a fait encore en séries éliminatoires. Ceci étant dit, Big Dave avait ralenti cette saison. Lui aussi, un peu comme Logan Mailloux, est une des raisons pourquoi on est allé chercher Alexandre Carrier. Ceci étant dit, ne serait-ce que par respect pour la quantité de tirs bloqués, le désavantage numérique, je vais le mettre dans le B. Je ne peux pas me rendre à le mettre derrière Patrick Laine dans la catégorie C. Fait qu'il va être un des derniers B, David Savard, mais quand même... comme dernière saison dans la Ligue nationale de hockey où de son propre aveu, le corps commençait à avoir de la misère à suivre. David Savard continue de bloquer des tirs, jouer son rôle de leader qui, je pense, doit entrer en considération et de faire du gros boulot de col bleu pour le Canadien de Montréal. Kaiden Goulet, c'est un A. C'est un A tout juste devant Alexandre Carrier. Je pense que Kaiden Goulet est le défenseur le plus complet du Canadien de Montréal. Soudainement, la paire Goulet-Hudson, a-t-on vraiment besoin d'un droitier? 2 gauchers ensemble comme ça, moi, j'aurais pas de problème. Aucun problème avec cette paire pour débuter la prochaine saison. Ça prendrait au moins un bon 3e défenseur avec ça. Mais j'aurais pas de problème avec ces 2 gars-là qui continuent de prendre du galon ensemble. Jacob Debesch. Considérant les attentes, je pense qu'on n'a pas le choix de donner un A à Debesch. Est-ce que je suis trop généreux? Je veux dire, il a été très, très bon pour aller chercher des points au début de son arrivée que le Canadien n'aurait jamais dû avoir. Les matchs contre Colorado, les Golden Knights, il y a eu un match contre Tampa ou la Floride. Le match contre la Floride, mais son premier match contre la Floride où il avait obtenu un jeu blanc d'ailleurs. En séries éliminatoires, n'a pas été extra bon, n'a pas été mauvais non plus en remplacement à Samuel Montembeault. Je me sens à l'aise. Debesch a fait le travail que Primo aurait dû faire comme gardien de but numéro 2. Simple de même. C'est pas tout le temps sexy. C'est loin d'être sexy. Mais ça le fait comme gardien de but numéro 2. Ce qui nous amène donc à notre MVP de la saison. Pour vous donner une idée, au quart de la saison, il y avait un joueur, évidemment, dans S-tier, parce qu'il y en a tout le temps rien qu'un. 5A, 5B, 9C, 6D. Le nombre de A a presque doublé, passant de 5 à 8. Le nombre de B, même chose, de 5 à 8. Le nombre de C a diminué de 9 à 5. Et le nombre de D a augmenté, mais strictement parce qu'il y a plus de joueurs qui ont joué. Donc, on voit là, que la crème a remonté. Et je dis 5A, mais c'est faux, ça va être 6 parce qu'on va ajouter
On va ajouter Lane Hutson. En tout respect pour ce que le kid a fait, pour moi, le joueur le plus utile de la saison du Canadien de Montréal, c'est Nick Suzuki. Regardez, c'est la propre règle que je m'impose. Je sais que certains d'entre vous vont dire « Come on, Max, les deux méritent d'être dans le S. » Pas de trophée de participation avec ton boy. Un MVP. Et pour moi, le joueur le plus utile du Canadien de Montréal a été Nick Suzuki. Encore une fois, là, par un museau. Si pour vous, c'est Lane Hutson, non seulement je respecte ça, mais c'est une opinion qui est très, très, très valable. Lane Hutson a fait des choses qui n'ont pas été faites comme défenseur recru dans la Ligue nationale de hockey, littéralement depuis 30 ans. Donc, même plus de 30 ans, 35 ans quasiment. Pas mal 35 ans en fait. Mais Nick Suzuki comme capitaine qui frôle les 90 points, qui traîne l'équipe sur ses épaules en fin de saison, qui termine, malgré l'excellente saison de Lane Hutson, 19 points devant son plus proche poursuivant chez les meilleurs marqueurs du Canadien de Montréal. Dans le dernier quart de la saison, il a été le meilleur pointeur et le meilleur buteur de l'équipe dans les 20 quelques derniers matchs là, depuis la confrontation des 4 nations. Il a vraiment pris une coche supplémentaire. Il termine à plus 19. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je trouve que c'est une statistique qu'il faut prendre avec un grain de sel, mais encore une fois, il est largement devant son plus proche poursuivant dans cette catégorie-là. Pour vous donner une idée, la différence entre lui et Cole Caulfield est de 10 et Caulfield est à plus 9. Donc, c'est gigantesque. Donc, pour moi, Nick Suzuki, c'est le joueur le plus utile du Canadien de Montréal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, là, parmi cette belle panoplie, cette belle brochette de joueurs-là, ils sont énormément parmi, surtout le noyau de jeunes joueurs qu'on va vouloir pour les prochaines années, à avoir soit rempli les attentes, dépassé les attentes, avoir été pas mal sur les attentes ou ne pas trop avoir déçu. À titre d'exemple, Juraj Slafkovský. Il y en a quelques-uns que oui. Des Newhook, des Dak, Roy, Logan Mailloux dans ce qui me concerne. Mais au final, je pense que ça reflète bien ce qui a été une saison largement au-dessus des attentes du Canadien de Montréal. Voilà donc les notes que j'attribue aux joueurs du Canadien cette saison. Laisse-moi tes notes en commentaire. Qui crois-tu est le joueur le plus utile de l'équipe, Nick Suzuki ou Lane Hutson? Ou quelqu'un d'autre, si jamais. Est-ce que quelqu'un envers qui j'ai été trop sévère, au contraire, trop clément? N'hésite pas à me laisser savoir. Tu veux savoir pourquoi je crois que le Canadien de Montréal a tous les outils pour peut-être être les prochains Blackhawks de Chicago? Ceux qui ont gagné des coupes, là, pas les actuels. C'est disponible jusqu'ici. Jusqu'ici? Non. Juste ici. Et également, tu veux écouter mes résumés de tous les matchs du Canadien en série avec un peu de recul? C'est juste là. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!